Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les brutes de l'école n'auraient jamais imaginé que ce garçon avait un maître secret de kung-fu. À la Roosevelt High School, nichée dans une petite ville paisible du Texas, les journées s'écoulaient avec une régularité presque soporifique. Les couloirs, tapissés de casiers métalliques et de vieilles affiches décolorées, résonnaient des rires, des bavardages, des bruits de casques audio, des cris sportifs. Bref, la routine adolescente dans toute sa normalité. Mais sous cette surface tranquille, des failles invisibles creusaient les vies de certains élèves. Des silences pesants, des regards fuyants, des blessures sans bandage. Car dans toute école, aussi calme soit-elle, il y a des ombres que personne ne remarque. Des drames qui se jouent loin des projecteurs. Et Noah Wallace était l'un de ces drames silencieux. Il était arrivé en cours d'année, sans fanfare, accompagné de sa mère, Emily Wallace, une femme douce et discrète, usée par les nuits passées à l'hôpital et les jours à jongler avec les factures. Ils avaient quitté Chicago précipitamment, laissant derrière eux un passé que personne ici ne connaissait. Un père absent, des années de solitude, et un événement dont Emily ne parlait jamais qui avait forcé leur départ. Noah, lui, n'était pas du genre à attirer l'attention. Mince, presque frêle, il portait souvent les mêmes vêtements, un sweat à capuche trop grand, des jeans délavés, des baskets usées. Son regard était fuyant, ses cheveux souvent devant les yeux, comme un rideau entre lui et le monde. Il s'asseyait toujours au dernier rang, proche de la fenêtre, regardant souvent dehors comme s'il cherchait un autre endroit où être. Et c'est précisément ce qui avait attiré les prédateurs. Jared Price, capitaine de l'équipe de foot, avait flairé une proie facile dès la première semaine. Fils d'un homme influent en ville, Jared avait l'assurance de ceux qui savent qu'ils ne seront jamais punis. Musclé, charismatique, souriant devant les adultes mais cruel dès qu'il tournait le dos, il régnait sur Roosevelt comme un petit roi de cour de récré. Avec sa bande Dylan, Travis et Brett, il avait fait de Noah sa cible privilégiée. Non pas parce que Noah avait fait quelque chose. Justement parce qu'il ne faisait rien. Il ne répondait pas. Il ne se défendait pas. Il encaissait. Chaque jour, les attaques prenaient une nouvelle forme. Une bousculade dans les escaliers. Une serviette trempée enroulée sur sa nuque au vestiaire. Une bouteille d'eau renversée sur son sac. Des insultes murmurées à l'oreille pendant les cours. Le pire était sans doute à la cafétéria, quand Jared attendait que Noah s'installe, seul, avant de passer derrière lui et de renverser son plateau avec un sourire narquois. Oups. J'espère que t'as gardé de la place pour la honte. Les autres élèves, témoins passifs, détournaient le regard. Certains riaient pour ne pas devenir les prochaines cibles. D'autres baissaient les yeux, rongés par la culpabilité. Même les professeurs semblaient impuissants. Jared était le chouchou du coach Williams, et le principal Carson n'osait jamais le confronter, par peur des représailles du père. Et à chaque fois, Noah restait silencieux. Il se baissait, ramassait ses affaires, nettoyait le sol, et quittait la pièce sans dire un mot. Certains élèves murmurèrent qu'il devait être masochiste. D'autres le traitèrent de faible, de lâche, de fantôme. Mais la vérité était bien différente. Car Noah n'était pas faible. Il attendait. Il portait un poids que personne ne pouvait voir, un secret qu'il gardait jalousement. Une promesse faite loin d'ici. Une douleur ancienne, qu'il refusait de laisser se transformer en haine. Chaque coup encaissé, chaque insulte avalée, chaque humiliation vécue, c'était une discipline. Une épreuve. Une maîtrise. Car personne à Roosevelt ne savait que Noah Wallace, le garçon sans voix, avait un maître secret de kung-fu. Et que ce maître ne lui avait pas seulement appris à se défendre, mais à se contenir, à se dominer, et à choisir le moment juste. Et ce moment approchait. Personne ne savait que tous les soirs, une fois les devoirs terminés, une fois les assiettes rincées et rangées dans l'évier, une fois sa mère, Emily, endormie dans sa chambre après un long quart de nuit à l'hôpital. Noah enfilait son sweat à capuche noire, glissait ses gants dans son sac, et sortait par la porte arrière. Il descendait les rues silencieuses de la banlieue à vélo, longeait les quartiers endormis, traversait un vieux pont métallique, passait sous une ligne de chemin de fer, jusqu'à atteindre un terrain vague oublié de tous.
Au milieu des hautes herbes et des carcasses de voitures rouillées se dressait une bâtisse en bois et en tôle, aux vitres poussiéreuses et à la toiture bancale, le dojo de Maître Nakamura. De l'extérieur, on aurait juré un hangar abandonné. Pas d'écriteau. Pas de lumière. Seulement une porte coulissante, et une lanterne rouge accrochée à un clou, vacillant dans le vent. Mais à l'intérieur, c'était un autre monde. Des tatamis usés mais propres couvraient le sol. Des armes anciennes, soigneusement rangées, décoraient les murs, nunchaku, bâtons, sabres en bois. Au fond de la pièce, une calligraphie encadrée portait l'idéogramme, nain, endurance. Et là, dans cette oasis oubliée du monde, vivait un homme que personne n'aurait imaginé là, Maître Kenji Nakamura, vieil homme au dos droit, à la barbe taillée comme celle d'un samouraï, et aux yeux sombres comme la mer en hiver. Noah l'avait rencontré par hasard, un soir d'automne, alors qu'il errait, fuyant une énième humiliation au lycée. Il avait vu une silhouette allongée dans les herbes près du dojo. C'était un vieillard blessé, visiblement tombé, sa cheville gonflée. Noah l'avait aidé à se relever. Il avait voulu appeler les secours, mais l'homme avait refusé catégoriquement. Pas de médecin. Je me débrouille. Le lendemain, Noah était revenu avec une boîte de soupe chaude et des bandages. Puis encore le surlendemain, avec du riz et du thé. Pendant des jours, il revint. Il n'avait rien demandé en échange. Il venait. Il écoutait. Il observait. Et Kenji finit par parler. L'homme n'était pas n'importe qui. Autrefois, au Japon, Kenji Nakamura avait été une légende vivante du kung-fu traditionnel, un combattant hors pair qui avait parcouru le monde pour représenter son école. Mais un jour, lors d'un tournoi clandestin en Thaïlande, un adversaire fut grièvement blessé. Kenji, bien que non responsable direct, porta cette tragédie comme une malédiction. Il abandonna les projecteurs, les trophées, les disciples, et s'exila. La vraie force, disait-il, ne s'exhibe pas. Elle protège. Elle se tait. Intrigué par le calme et la loyauté du jeune Noah, Kenji décida de rompre son vœu de solitude. Mais sous une condition stricte. Tu ne t'en serviras jamais pour te venger. Jamais pour nourrir ta colère. Mais seulement, pour défendre ceux qui ne peuvent pas. Et c'est ainsi que commença un enseignement unique, presque sacré. Chaque soir, Noah troquait son quotidien gris contre la lumière feutrée du dojo. Il s'y entraînait des heures durant. Pas pour se battre, mais pour se connaître. Pour apprendre à écouter son corps. Contrôler sa respiration. Lire les intentions dans le regard de l'autre. Anticiper un mouvement avant même qu'il ne commence. Kenji était exigeant. Il ne laissait rien passer. Une mauvaise posture, un esprit agité, une respiration trop rapide, tout était corrigé. Mais jamais avec colère. Toujours avec une rigueur bienveillante. Noah transpirait, chutait, saignait parfois. Mais jamais il ne se plaignait. Au fil des mois, son corps changea. Plus souple. Plus fort. Plus rapide. Mais surtout, son esprit évolua. Il n'était plus ce garçon brisé que l'on poussait dans les couloirs. Il devenait un roc silencieux, une montagne calme. Il avait appris que le vrai courage n'était pas dans le coup de poing, mais dans la retenue. Dans la maîtrise. Parfois, il parlait à Kenji de ses journées au lycée. Des brutes. Des humiliations. Kenji écoutait, les yeux fermés. Et un soir, il lui dit simplement. L'eau qui coule paraît faible. Mais elle creuse la pierre. Sois l'eau, Noah. Pas la pierre. 2 ans passèrent ainsi. 2 ans dans l'ombre. 2 ans de transformation silencieuse. Et pendant que le monde continuait à se moquer de Noah Wallace, sans savoir qui il était, il devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de redoutable. Quelqu'un de juste. Quelqu'un de prêt. Ce vendredi-là, la journée avait déjà été longue pour Noah. Une semaine entière de devoirs en retard, une grippe mal guérie, des nuits trop courtes à cause des gardes prolongées de sa mère, et le silence pesant de la solitude. L'automne s'installait. Les feuilles mortes recouvraient les trottoirs, et le vent portait une humidité froide, presque agressive. Pendant la pause du midi,
alors qu'il marchait dans le couloir principal du bâtiment nord, Noah aperçut une élève de première année, élégante, les bras pleins de livres, trébucher et tout faire tomber. Elle avait l'air embarrassée, rougissant sous les regards moqueurs. Noah s'accroupit aussitôt à ses côtés pour l'aider, avec douceur, en silence. Mais ce geste, simple et humain, fut perçu autrement par ceux qui guettaient la moindre excuse pour le rabaisser. Jared Price, flanqué de ses deux ombres, Travis et Brett, marchait dans le couloir, lorsqu'il vit Noah penché au sol. Et quelque chose en lui, un mélange toxique d'ennui, d'orgueil et de mépris, s'éveilla. Il accéléra le pas, puis sans prévenir, repoussa violemment Noah contre les casiers. Clang! Le bruit métallique résonna dans tout le couloir. Elle recula, effrayée. T'as pas compris que c'est pas ta place ici, Wallace, lança Jared d'une voix forte, narquoise, en s'approchant, son visage à quelques centimètres de celui de Noah. Le silence de Noah l'agaçait. Ce regard baissé, cette absence de réaction, c'était comme un miroir qu'il ne supportait pas. Il voulait voir de la peur. Il voulait déclencher une réaction. Alors il donna un coup sec dans le sac à dos de Noah, qui tomba lourdement au sol, son contenu, carnet, stylo, un vieux livre de philosophie s'éparpillant sur le sol. Mais cette fois, quelqu'un observait. Olivia Mercé, élève de terminale, membre du club de journalisme, se trouvait à l'autre bout du couloir. Elle n'aimait pas Jared. Elle n'aimait pas les brutes. Et elle savait que ce genre d'acte était souvent balayé sous le tapis. Alors, sans un mot, elle sortit son téléphone et appuya sur enregistrer. Noah, toujours au sol, rassembla lentement ses affaires. Il ne regarda même pas Jared. Il ne prononça pas un mot. Juste ce calme. Cette résignation. Un silence si étrange, qu'il mettait les autres mal à l'aise. Quelques heures plus tard, la vidéo fut postée sur le compte Instagram du journal de l'école. En quelques minutes, les vues se multiplièrent. Les commentaires aussi. Il est trop faible pour répondre. Pauvre type. Quel lâche. Encore lui? Il aime se faire maltraiter ou quoi? Et puis, le hashtag Wallace la victime apparut. Noah le découvrit sur son écran, assis seul dans sa chambre. Les lumières éteintes. Le cœur lourd. Il regarda la vidéo une fois. 2 fois. 3. Pas pour revivre l'humiliation. Mais pour analyser. Observer. Les gestes de Jared. La position des mains. La posture. Les angles d'attaque. Puis il ferma les yeux. Et il entendit à nouveau les paroles de Maître Kenji, comme un écho dans son esprit. Le moment viendra. Pas pour toi. Mais pour quelqu'un d'autre. Et là, tu devras choisir. Ce que tu fais pour toi meurt avec toi. Ce que tu fais pour les autres devient immortel. Noah se leva. Lentement. Il prit une profonde inspiration, s'inclina devant le vide de sa chambre, comme il l'avait appris au dojo. Il ne ressentait ni colère, ni haine. Seulement, une étrange clarté. Quelque chose approchait. Et cette fois, il serait prêt. Le tournoi sportif annuel de Roosevelt High School était l'un des rares événements qui rassemblait tous les élèves dans une ambiance d'unité ou du moins, en apparence. Les gradins étaient remplis, les cris résonnaient dans le gymnase, et l'odeur de sueur, de pop-corn et de soda flottait dans l'air. Noah, comme toujours, n'était pas sur le terrain. Il ne portait pas de maillot. Il ne faisait pas partie d'une équipe. Mais il était là, silencieux, observant. Il applaudissait les autres, restait dans un coin discret des gradins, les mains dans les poches, le regard attentif. Ce jour-là, contre toute attente, les juniors avaient réussi à battre les seniors lors d'un match de soccer en salle. Le but décisif avait été marqué par Toby Carter, un garçon de première année discret, rondouillard, asthmatique et passionné d'astronomie. Ce but, marqué presque par hasard, avait provoqué la fureur des membres de l'équipe senior, et surtout celle de Jared, dont la rage d'être humilié en public était palpable. Pendant la pause, alors que la foule bruissait encore de l'exploit de Toby, Noah vit quelque chose de familier. Une scène qu'il connaissait trop bien. À l'arrière du gymnase, près des vestiaires, Jared et 2 de ses amis, Travis et Brett, avaient coincé Toby contre un mur,
à l'abri des regards officiels. Jared le tenait par le col, son visage rouge de colère, le souffle court. « Tu crois que t'es un héros, maintenant ? Tu crois que t'as le droit de nous humilier, crevette ?» Toby tentait de se débattre, mais sa respiration devenait sifflante. Il fouillait ses poches, paniqué, à la recherche de son inhalateur. Jared le repoussa violemment contre le mur. Et Noah se leva. Il sentit son cœur battre plus vite. Mais il n'y avait ni peur, ni hésitation. Seulement une certitude froide. Ce moment, c'était celui dont Maître Kenji lui avait parlé. Il s'approcha lentement, à travers les élèves qui s'étaient regroupés, formant un cercle curieux et silencieux autour de la scène. Certains avaient déjà leur téléphone à la main, prêts à filmer. Noah fendit la foule. Il ne cria pas. Il ne courut pas. Il se planta simplement là, à 2 mètres de Jared, droit comme une flèche. Et il dit, calmement. « Lâche-le. » Le murmure traversa la foule. Noah parlait. Et sa voix n'était ni faible, ni tremblante. Elle était posée. Menaçante dans sa sérénité. Jared se retourna, surpris. Il resta figé un instant. Puis son rictus habituel refit surface. « T'as enfin décidé de parler, Bambi ? Tu veux prendre sa place, c'est ça ?» Noah ne bougea pas. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Je ne veux pas me battre. Je veux seulement que tu t'éloignes. » Jared éclata de rire. « C'est trop bon. Tu te prends pour un super-héros, maintenant ?» Il lâcha Toby, qui tomba au sol en cherchant désespérément son inhalateur. Puis Jared fit un pas vers Noah, et leva le poing. Ce qui se passa ensuite fut si rapide, si fluide, si précis, que même les caméras des téléphones durent repasser la scène au ralenti pour comprendre. Noah décala son pied gauche, laissant passer le coup de Jared, dont le poing rencontra le vide. Puis, d'un mouvement tournant, il attrapa son bras, le fit pivoter avec une clé articulaire impeccable, et projeta Jared au sol avec une facilité presque choquante. Pas de hurlement. Pas de blessure. Juste une chute nette, propre, humiliante. Le silence se fit. La foule, d'abord choquée, resta suspendue à la scène. Travis et Brett reculèrent, les yeux écarquillés. Toby, au sol, haletant, fut relevé par Olivia, qui lui tendit son inhalateur. Noah, lui, s'accroupit, et tendit la main à Jared, qui le regardait avec une haine mêlée d'incompréhension et de peur. « La force, » dit Noah d'une voix douce mais ferme, « ce n'est pas de frapper fort. C'est de savoir quand ne pas frapper. » Puis il se redressa, s'inclina légèrement, comme au dojo, et s'éloigna, laissant Jared abasourdi au sol. La vidéo fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Partagée d'abord dans les groupes privés des élèves, elle fut ensuite relayée par des comptes locaux, puis par des pages nationales spécialisées dans les histoires inspirantes. On voyait le calme de Noah, la précision de ses gestes, sa maîtrise absolue. Le montage ne montrait pas un combat. Il montrait une leçon. Le hashtag Noah the Kiefist explosa. Des adolescents du monde entier commentaient. Ce gars, c'est un moine Shaolin moderne. Il m'a appris plus en 1 minute qu'un an de thérapie. Il est ce qu'on appelle un vrai homme. Mais tous ne croyaient pas à l'authenticité de la scène. Certains y voyaient un montage, une mise en scène orchestrée pour se venger. D'autres accusaient l'école de cacher une arme vivante. Au lycée, la réaction fut immédiate et contrastée. Certains élèves, autrefois muets devant les actes de Jared, vinrent remercier Noah, parfois en silence, parfois en larmes. Elle lui glissa une petite carte avec ces mots. « Grâce à toi, je n'ai plus peur de marcher dans les couloirs. » Toby, de son côté, ne le quittait plus. Il le suivait partout, non par admiration béate, mais par gratitude sincère. Un lien fraternel s'était tissé entre eux, sans jamais avoir besoin d'être nommé. Le proviseur, monsieur Raymond Carvé, homme rigide et souvent distant, convoqua Noah dans son bureau. Il l'observa longuement, les doigts croisés sur son bureau de bois sombre. « J'ai vu la vidéo, plusieurs fois. Certains veulent que je prenne des mesures disciplinaires. D'autres veulent te décerner une médaille.
Noah baissa les yeux. Je ne veux ni l'un, ni l'autre, monsieur. Tu as reçu un entraînement particulier, non? Noah hésita, puis hocha simplement la tête. Oui. Mais ce n'est pas une arme. C'est un chemin. Carver fronça les sourcils, puis, étrangement, esquissa un sourire. Tu es différent, Wallace. Peut-être que tu es exactement ce qu'il fallait à cette école. Quelques semaines plus tard, l'école annonça l'ouverture d'un club d'arts martiaux, avec le soutien du district. Pas un club de combat. Un espace de discipline, de respect, de développement personnel. Noah refusa d'en être le capitaine. Il n'aimait pas être au centre. Il n'en avait pas besoin. Il laissa un autre élève plus expérimenté prendre le rôle officiel. Mais très vite, c'était lui que les plus timides venaient voir, en silence, pour demander conseil, une posture, une respiration, une façon de se tenir face à la peur. Dans le dojo, il devint un guide invisible, un roc tranquille. Les anciens bourreaux eux-mêmes commencèrent à venir. Pas tous. Mais certains. Travis, un jour, resta dans l'encadrement de la porte, muet, et Noah, sans mots, lui fit signe d'entrer. Un soir, dans le vieux dojo en bois, celui de maître Kenji Nakamura, le soleil déclinait à l'horizon, projetant des bandes dorées à travers les fentes du mur. Noah, en silence, rangeait les équipements. Il remplaçait un sac de sable usé, ajustait une corde, balayait la poussière. Kenji, assis en tailleur dans un coin, l'observait avec ses yeux tranquilles de vieux tigre. Puis, d'une voix lente et grave, il dit. « Tu aurais pu l'humilier. Tu ne l'as pas fait. » Noah s'arrêta un instant, les mains posées sur le sac, puis répondit calmement. « Vous m'avez appris que la vraie puissance ne crie pas. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle agit, puis elle s'efface. » Un silence respectueux s'installa. Kenji hocha la tête, lentement, les paupières mi-closes. « Tu as compris, Noah. Tu as compris ce que même des maîtres anciens mettent parfois toute une vie à apprendre. » Noah s'inclina devant lui, en signe de respect. Puis, sans un mot, il reprit sa position face au miroir du dojo. Il se plaça, ferma les yeux, et commença un enchaînement lent, fluide, précis. Chaque mouvement était une prière. Chaque respiration, une offrande. Dans la lumière tombante du soleil, ses gestes étaient ceux d'un guerrier invisible, d'un gardien silencieux. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il était.